Mon mari a affirmé en larmes que son entreprise s'était effondrée et a dit que nous devions vendre mon appartement de toute urgence. J'étais déjà en route pour signer les papiers quand une notification au hasard sur son téléphone a révélé la vérité. Je n'ai pas dit un mot à voix haute. J'ai simplement fait demi-tour et, en moins de 3 heures, je me suis assuré que son plan s'effondre en même temps que sa confortable vie. J'étais déjà dans ma voiture, le GPS verrouillé sur l'adresse du bureau du notaire, quand le téléphone de mon mari s'est allumé sur le siège passager. Il m'avait demandé de l'apporter car il disait qu'il pourrait avoir besoin de confirmer certaines coordonnées bancaires à distance. Je me souviens avoir pensé que c'était prévenant, organisé, attentionné. C'était tout à fait Marcus, toujours avec 2 longueurs d'avance. La notification est restée sur l'écran, face visible, impossible à manquer. Ce n'était pas une alerte bancaire. Ce n'était pas un courriel professionnel. C'était un message de quelqu'un nommé Becca. Et l'aperçu disait mot pour mot, a-t-elle déjà signé? Quand pouvons-nous emménager? Je suis resté assise sur ce parking devant Starbucks pendant 47 secondes. J'ai compté. Je le sais parce que je regardais la petite horloge sur le tableau de bord et je voyais les chiffres avancer pendant que mon cerveau essayait de rattraper ce que mes yeux avaient déjà compris. Puis j'ai mis la voiture en marche arrière, j'ai fait demi-tour et je suis rentré à la maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai juste conduit et réfléchi. Et au moment où je suis revenu dans notre allée, je savais déjà exactement ce que j'allais faire. Mais laissez-moi revenir en arrière, car pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé ensuite m'a semblé si dévastateur, puis honnêtement si profondément satisfaisant, vous devez comprendre ce que je pensais avoir, ce que j'avais passé des années à construire. Et ce que j'avais failli céder parce que j'aimais quelqu'un qui s'est avéré être un menteur extraordinairement doué. Je m'appelle Ashley. J'ai 34 ans et jusqu'à il y a environ 8 mois, j'aurais décrit ma vie comme étant vraiment bonne. Pas parfaite, pas d'une perfection filtrée pour Instagram, mais le genre de bien réel, mérité, solide que l'on apprécie davantage en vieillissant parce qu'on se souvient de ce que c'était de ne pas l'avoir. J'ai grandi dans un appartement de 2 chambres à Columbus, Ohio, avec ma mère, Linda, et ma jeune sœur, Kayla. Mon père est parti quand j'avais 9 ans, et ma mère a fait des doubles gardes dans une blanchisserie d'hôpital pendant la majeure partie de mon enfance. Elle ne s'est jamais plainte. Elle travaillait, tout simplement. Je l'ai regardée faire ça chaque jour. Et je me suis dit que quand je serais grande, je construirais quelque chose de stable, quelque chose qui ne pourrait pas simplement s'en aller. Je me suis payé mes études à l'Université d'État de l'Ohio grâce à une combinaison de bourses, de subventions Pell et d'un travail à temps partiel dans un café du campus. J'ai obtenu un diplôme en comptabilité, j'ai réussi mon examen d'expert comptable du premier coup et j'ai décroché un poste dans un cabinet de taille moyenne au centre-ville de Columbus. À 28 ans, j'étais associé principal. À 30 ans, j'avais acheté mon propre appartement. Cet appartement, un 2 pièces au 4e étage d'un immeuble dans le quartier de Short North, était la chose dont j'étais le plus fier de toute ma vie d'adulte. J'avais économisé pour la compte pendant 4 ans. 43 000 $, principalement sur un compte d'épargne dédié que j'appelais l'avenir dans mon application bancaire. J'avais refinancé une fois et obtenu un excellent taux. Je connaissais par cœur chaque ligne de ce relevé hypothécaire. L'immeuble avait un syndicat de copropriété qui était en fait bien géré. Les voisins étaient corrects, et de la fenêtre de mon salon, par temps clair, on pouvait voir une parcelle de la silhouette de Columbus entre 2 bâtiments plus hauts. J'avais l'habitude de m'asseoir là le matin avec mon café et de me sentir simplement installé, comme si j'avais gagné ma place dans ce monde. J'ai rencontré Marcus lors d'un événement professionnel. Il était client à l'époque. Techniquement, sa petite entreprise de fourniture de construction utilisait notre cabinet pour la préparation des déclarations fiscales. Il n'était pas censé être mon genre. Il était bruyant dans une pièce, faisant toujours rire les gens, toujours le type qui connaissait d'une manière ou d'une autre le barman. J'étais plus calme, plus mesuré. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il m'a regardé ce premier soir qui m'a fait sentir comme si j'étais la personne la plus intéressante avec qui il ait jamais été coincé dans une conversation. Il posait des questions. Il se souvenait des réponses. Quand j'ai mentionné nonchalamment que j'aimais un auteur particulier, il m'a envoyé un texto 2 semaines plus tard pour me dire qu'il avait lu un de ses livres et qu'il voulait savoir ce que je pensais de la fin. Je suis tombé complètement dans le panneau. En y repensant, je peux le voir. Mais à l'époque, j'avais juste l'impression que finalement, enfin,
quelqu'un prêtait attention. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. C'était de bonnes années. Nous avons voyagé ensemble. Un long week-end à Nashville, une semaine complète dans le Colorado cet automne-là, un voyage à Savannah que Marcus m'a offert par surprise pour mon 31e anniversaire. Il était généreux de son temps et de son affection, et je pensais sincèrement le connaître. Nous parlions de tout, argent, famille, avenir. Il savait pour le départ de mon père. Il savait pour les doubles gardes de ma mère. Il savait exactement ce que cet appartement signifiait pour moi parce que je le lui avais dit. Quand il m'a demandé en mariage, nous étions assis sur le canapé de mon appartement, à regarder une terrible émission de télé-réalité et à manger de la nourriture thaïlandaise directement dans les boîtes. Il n'en a pas fait toute une mise en scène. Il a juste mis la télévision en pause, m'a regardé et a dit « Je veux que ce soit ma vie. Toi, ce canapé, la mauvaise télévision. Je le veux pour toujours. Veux-tu m'épouser ?» La bague était dans la poche de son pantalon de jogging. Elle était un peu écrasée pour y être restée apparemment pendant 3 heures pendant qu'il attendait le bon moment. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini de la sortir de sa poche. Nous nous sommes mariés en juin suivant. Petite cérémonie dans le jardin d'une ferme louée à environ 40 minutes de la ville. 60 invités. Ma mère a pleuré pendant toute la cérémonie. Kayla était ma demoiselle d'honneur et a fait un discours qui a fait rire tout le monde puis les a immédiatement fait pleurer. La famille de Marcus est venue de Pittsburgh en voiture. Ses parents, son frère, Derek, une poignée de cousins. Son père, Frank, m'a serré la main et a dit « Tu es la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ce garçon. » Et je l'ai cru complètement, parce que pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Nous avons emménagé dans une maison de location à Westerville après le mariage, une maison de 3 chambres avec un jardin décent et un garage pour 2 voitures. Marcus a dit qu'il était plus logique financièrement de garder mon appartement comme un investissement immobilier et de le louer pendant que nous élaborions notre plan à plus long terme. Cela m'a semblé intelligent. Cela ressemblait au genre de choses qu'un couple financièrement responsable fait. J'ai trouvé un locataire, un étudiant diplômé nommé Owen, qui était calme et payé à temps, et nous nous sommes installés dans notre vie de couple marié dans la maison de Westerville. Les 18 premiers mois ont été bons, vraiment bons. Nous avions des routines que j'adorais. Le marché fermier du samedi matin. Le dîner du dimanche que Marcus cuisinait presque toujours parce qu'il était honnêtement un meilleur cuisinier que moi. Les promenades du vendredi soir dans le quartier qui ont commencé comme une initiative de santé et sont devenues le moment où nous parlions vraiment de tout ce qui était important. J'étais heureuse. J'étais présente dans ma vie d'une manière que je n'avais pas connue depuis longtemps. L'entreprise de Marcus, Harmon Supply Company, nommée d'après le nom de jeune fille de sa grand-mère, se portait décemment, pas de manière explosive, mais stable. Il avait 3 employés, un bail d'entrepôt dans l'est de la ville, et une poignée d'entrepreneurs fiables qui l'approvisionnaient régulièrement. Il parlait parfois d'expansion, de vouloir ajouter une ligne de revêtement de sols commerciaux, de peut-être embaucher un représentant commercial. Je l'aidais occasionnellement avec sa comptabilité, juste de manière informelle, parce que la comptabilité était mon truc, et c'était vraiment plus facile pour moi de regarder un fichier QuickBooks pendant 1 heure que pour lui de le démêler lui-même. Je n'ai jamais rien vu d'alarmant dans ses livres. Je veux le dire clairement, parce que plus tard, je passerai beaucoup de temps à me demander si j'avais manqué quelque chose d'évident. Ce n'était pas le cas. Les chiffres étaient normaux. Modestes, mais normaux. Le premier signe que quelque chose avait changé est apparu un mardi soir début octobre, environ 22 mois après notre mariage. Je suis rentré du travail pour trouver Marcus assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert et une expression sur son visage que je ne peux décrire que comme un calme soigneusement construit. Le genre de calme qui demande un effort. Le genre qui signifie que le contraire du calme se passe en dessous. « Salut », ai-je dit en posant mon sac près de la porte. « Ça va ?»« Ouais », a-t-il dit, « juste des trucs de boulot. » Je me suis versé un verre d'eau et je l'ai regardé à nouveau. Quel genre de truc de boulot? Il a fermé l'ordinateur portable. Un de mes principaux entrepreneurs, Riverside Builders, ils réduisent leurs commandes. Apparemment, ils ont des problèmes de trésorerie de leur côté. Il l'a dit d'un ton léger, comme si c'était un inconvénient mineur. Quelle part de ton chiffre d'affaires représente Riverside? Ai-je demandé, parce que je suis comptable, et c'est la première question qui me vient à l'esprit. Il a hésité.
Juste une fraction de seconde. Peut-être 30%, a-t-il dit. 30% c'est significatif, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit, mais j'ai quelques pistes. Ça ira. Je l'ai cru. Bien sûr, je l'ai cru. C'était mon mari, et il ne m'avait jamais donné de raison de ne pas le faire. Et parfois, les entreprises traversent des périodes difficiles, et on les surmonte. J'ai préparé le dîner. Nous avons regardé la télévision. Nous sommes allés nous coucher. Un mardi normal. Mais quelque chose est resté dans mon esprit après cette conversation. Quelque chose de petit et de spécifique que je ne pouvais pas tout à fait nommer. C'était la pause d'une demi-seconde avant qu'il ne réponde à ma question sur le pourcentage de Riverside. La façon dont il avait déjà fermé l'ordinateur portable avant même que j'aie posé la moindre question. La façon dont ses yeux étaient allés légèrement, juste la plus petite fraction, vers la gauche quand il a dit peut-être 30%. J'étais comptable. Je remarquais les chiffres, mais j'étais aussi apparemment une personne qui remarquait les pauses. Je n'ai pas agi ce soir-là. Je l'ai classé et je me suis dit que je réfléchissais trop. Mais cette petite chose spécifique est restée avec moi, silencieuse et patiente, comme si elle attendait le bon moment pour avoir de l'importance. Elle n'a pas eu à attendre très longtemps. Les semaines qui ont suivi cette conversation du mardi ont semblé être comme regarder une fuite lente dans un pneu. Rien de dramatique, rien que l'on puisse pointer du doigt et dire « Voilà, c'est le moment où tout a mal tourné ». Juste une perte de pression progressive, presque imperceptible. Marcus a commencé à rester plus tard à l'entrepôt. Il a arrêté de cuisiner les dîners du dimanche. Nos promenades du vendredi soir sont devenues un vendredi sur deux, puis une fois par mois, puis plus du tout. Il était distrait d'une manière qui se lisait comme du stress. Et parce que je l'aimais et que je comprenais ce que la pression professionnelle signifiait, je lui ai donné de l'espace. J'ai préparé le dîner. Je l'ai laissé seul avec son ordinateur portable. Je me suis dit que c'était à ça que ressemblait le mariage pendant les moments difficiles. On se montrait discrètement. On n'exigeait rien. On attendait. Il est venu me voir un mercredi soir fin novembre avec de vraies larmes aux yeux. Pas le genre de larmes qui surprennent une personne de manière inattendue, le genre qui arrive préparé. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, la même table où il m'avait parlé de Riverside Builders, et il a posé ses deux mains à plat sur la surface comme s'il avait besoin de quelque chose de solide pour se tenir. « H, a-t-il dit, je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de dire quoi que ce soit. » Mon estomac s'est noué. J'ai posé ma fourchette. D'accord. L'entreprise est en grande difficulté. J'ai essayé de gérer ça discrètement parce que je ne voulais pas te stresser, mais c'est arrivé à un point où je ne peux pas le régler seul. Sa voix s'est brisée sur le mot « régler ». Vraiment brisée. Je m'en souviens. Je me souviens avoir pensé, il a vraiment peur. J'ai des arriérés de paiement sur le bail de l'entrepôt. J'ai 2 fournisseurs qui menacent de fermer mes comptes. Ma ligne de crédit d'exploitation est au maximum. Il a levé les yeux vers moi. J'ai besoin d'environ 90 000 $ pour m'en sortir. Et Ashley, je ne les ai pas. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. 90 000 ? Ai-je dit. Je sais. Je sais. J'ai tout examiné. Mon plan d'épargne retraite 401K a déjà diminué de moitié depuis que j'ai réinvesti il y a 2 ans. Il n'y a rien de liquide. Il n'y a pas d'autre moyen. Et puis il l'a dit doucement, comme s'il se détestait de le dire. Le seul actif que nous ayons qui pourrait couvrir cela est ton appartement. Je suis devenu très calme. Je ne dis pas que nous le perdons pour toujours, a-t-il dit rapidement. Je dis que nous le vendons, nous stabilisons l'entreprise, et puis dans 1 an, 18 mois, nous achetons quelque chose ensemble. Quelque chose qui soit à nous, pas seulement à toi. Je sais ce que cet appartement signifie pour toi. Je sais que ta mère est au courant. Je sais que tu as économisé pendant des années. C'est pourquoi je demande au lieu de simplement. Il s'est arrêté, a essuyé son œil avec le dos de sa main. Je demande parce que je te respecte, et parce que j'ai besoin de toi. J'ai regardé mon mari de l'autre côté de cette table, et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme une traction, comme si quelque chose dans ma poitrine était étiré dans 2 directions à la fois. Et j'ai dit, laisse-moi y réfléchir.
J'y ai réfléchi pendant 12 jours. Je lui ai posé des questions détaillées sur les finances de l'entreprise. Il m'a montré des documents, des comptes de profits et pertes, le contrat de bail, une lettre d'un des fournisseurs. Les chiffres étaient serrés mais cohérents. Il racontait une histoire plausible. J'étais comptable. Je les ai lus attentivement. Je n'ai rien vu d'évidemment faux. Plus tard, je comprendrai que c'était parce que les documents n'étaient pas réels. C'était de bonnes contrefaçons, mais c'était des contrefaçons. Et il avait su que je les regarderais et il s'était préparé en conséquence. Mais à ce moment-là, je les ai lus et je les ai crus parce que je le croyais lui. Le 13e jour, j'ai appelé une agente immobilière nommée Sandra qui m'avait aidé à trouver l'appartement à l'origine et je lui ai dit que je pensais le mettre en vente. Elle a fait des analyses comparatives et m'a dit qu'il se vendrait probablement entre 212 000 et 220 000 $. Même après avoir remboursé le solde du prêt hypothécaire, je dégagerais près de 140 000, plus que suffisant. J'ai pleuré au téléphone avec Sandra. Elle a été professionnelle et gentille à ce sujet. Elle a dit, vous pourrez toujours racheter. Je savais qu'elle avait raison. Je savais aussi que ce n'était pas vraiment la question. J'ai dit à Marcus, oui. Il m'a serré dans ses bras pendant un long moment. Il a dit qu'il n'oublierait jamais cela. Il a dit que j'étais la personne la plus généreuse qu'il ait jamais connue. Il a dit que lorsque nous aurions surmonté cela, il passerait le reste de sa vie à se rattraper. Je me suis accroché à lui et j'ai pensé, c'est ce que tu fais pour quelqu'un que tu aimes quand il a besoin de toi. La clôture était prévue pour un jeudi matin. Sandra avait trouvé un acheteur rapidement, une offre toute en espèces, sans condition, une affaire propre. Le bureau du notaire était à environ 12 minutes de notre maison. Marcus m'a demandé d'apporter son téléphone car il a dit qu'il pourrait avoir besoin de confirmer les coordonnées bancaires pour le transfert des fonds. Je me souviens qu'il m'a embrassé avant que je parte, m'a dit qu'il m'aimait, m'a dit que tout irait bien. J'avais son téléphone sur le siège passager. J'étais à 4 minutes du bureau du notaire, arrêté à un feu près d'un Starbucks quand il s'est allumé avec ce message de Becca. A-t-elle déjà signé? Quand pouvons-nous emménager? Je me suis garé sur le parking du Starbucks. Je suis resté assise là pendant 47 secondes, puis j'ai déverrouillé le téléphone de Marcus. Je connaissais son code d'accès parce qu'il me l'avait donné une fois quand il m'avait demandé de chercher quelque chose pendant qu'il conduisait. Il ne l'avait jamais changé. C'était sa première erreur. Sa deuxième a été de ne pas désactiver les aperçus de notification. Sa troisième, et c'est celle qui lui a vraiment coûté cher, a été de garder toute sa conversation avec Becca dans le même téléphone qu'il m'avait demandé de porter. J'ai tout lu. Cela a pris environ 9 minutes. Mes mains étaient complètement stables tout le temps. Cela m'a un peu surprise. Le nom complet de Becca, j'ai appris, était Rebecca Simons. Elle et Marcus étaient ensemble, d'après les eurodatages que je lisais, depuis au moins 14 mois. Ils avaient déjà choisi un appartement, un 2 pièces à Grandview Heights, 1850 $ par mois. Elle lui avait envoyé l'annonce. Il avait répondu avec une série d'émojis en forme de cœur, et avait écrit, une fois que l'appartement sera vendu, nous aurons plus qu'assez. Sois patiente, bébé. Il y avait des messages discutant des échéances. Il y avait des messages que je ne vais pas répéter ici parce que même maintenant, 2 ans plus tard, ce ne sont pas des choses auxquelles je veux mettre des mots. Il y avait des messages se moquant de moi. Un en particulier, où Marcus a écrit, elle a vraiment pleuré en parlant à l'agente immobilière. Elle rend les choses si faciles. Elle rend les choses si faciles. J'ai lu cette phrase 3 fois. J'ai senti quelque chose de froid et de net s'installer en moi. Pas du chagrin. Il y aurait du temps pour le chagrin plus tard. Ce que j'ai ressenti sur ce parking, c'était de la clarté. Une clarté absolue, chirurgicale, cristalline. J'ai mis la voiture en marche arrière et je suis rentré à la maison. Marcus était à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert quand j'ai franchi la porte. Il a levé les yeux avec un sourire qui a disparu à la seconde où il a enregistré mon expression. « Et, tu ne devrais pas être. »« Assieds-toi, » ai-je dit. J'étais encore dans l'embrasure de la porte. « Ne te lève pas. Ne dis rien pour l'instant. »« Ashley, quoi ?» J'ai dit, non. J'ai marché jusqu'à la table et j'ai posé son téléphone face visible devant lui. La conversation avec Becca était toujours ouverte à l'écran.
Je l'ai lu. En entier. Alors, avant que tu ne décides quelle version de cette histoire tu veux me jouer, comprends qu'il n'y a pas de version. Je sais. La couleur a quitté son visage. J'ai vu cela se produire en temps réel. Le sang se drainant comme si quelqu'un avait retiré un bouchon. Ashley, s'il te plaît. J'ai dit à nouveau, je ne suis pas ici pour me battre avec toi. Je ne suis pas ici pour pleurer ou crier ou te donner une chance de t'expliquer. Je suis ici pour te dire que je n'ai pas signé ces papiers. La clôture n'a pas eu lieu. Et maintenant, je vais passer 3 appels téléphoniques. J'ai passé le premier juste là, à table, pendant qu'il regardait. J'ai appelé Sandra. Sandra, ai-je dit, je dois retirer l'annonce aujourd'hui, avec effet immédiat. J'expliquerai plus tard, mais la vente est annulée. Sandra, que Dieu la bénisse, n'a posé aucune question et a dit qu'elle s'en occuperait dans l'heure. Marcus s'est levé. Ashley, tu ne comprends pas. Si tu annules cette vente, je perds tout. Assieds-toi. Il s'est assis. J'ai passé le deuxième appel à une avocate spécialisée en divorce nommée Patricia Cole, dont j'avais cherché le numéro sur le parking du Starbucks dans les mêmes 9 minutes que j'avais passé à lire ses messages. Patricia avait une consultation disponible le jour même à 14 heures. Je l'ai prise. Marcus pleurait à ce moment-là. De vraies larmes cette fois, je pense, bien qu'à ce stade, la distinction n'avait plus d'importance pour moi. S'il te plaît, a-t-il dit, s'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Becca, c'était une erreur. C'était stupide. J'avais peur pour l'entreprise et j'ai fait des choix terribles et je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît. Marcus, ai-je dit. Je l'ai regardé très directement. L'entreprise ne fait pas faillite, n'est-ce pas? Une longue pause. Il a regardé la table. N'est-ce pas? Ai-je répété? Non, a-t-il dit très bas. Non, ce n'est pas le cas. Les documents que tu m'as montrés étaient des faux. Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse. Tu avais besoin que je vende mon appartement pour que toi et Becca puissiez avoir un acompte pour une vie ensemble, et tu as utilisé mon amour pour toi comme mécanisme. J'ai pris son téléphone de la table et je l'ai mis dans mon sac à main. Je garde ça pour mon avocate. Tu peux en acheter un nouveau. Je suis allé dans la chambre et j'ai fait un sac. Pas pour moi, pour lui. Je savais que la maison était une location à nos deux noms, mais je savais aussi que c'était moi qui avais payé le loyer de mon propre compte parce que Marcus avait dit que ses fonds étaient bloqués. J'avais la preuve de chaque paiement. J'ai mis son sac près de la porte d'entrée et j'ai dit, j'ai un rendez-vous chez l'avocate à 14 heures. J'aimerais que tu sois parti avant mon retour. Où suis-je censé aller? A-t-il dit. J'essaierai Becca, ai-je dit. Bien que je soupçonne que l'appartement de Grandview Heights va être un peu plus difficile à financer maintenant. Je suis parti. Patricia Cole était exactement ce dont j'avais besoin, direct, approfondi et non sentimental. J'ai apporté le téléphone de Marcus. J'avais des captures d'écran de toute la conversation avec Becca. Patricia a examiné les documents commerciaux falsifiés que j'avais photographiés et m'a dit qu'ils pourraient en fait atteindre le niveau de la fraude, étant donné que j'avais été incité à prendre des mesures financières sur la base de fausses déclarations. Elle a dit que nous pourrions poursuivre sous cet angle ou simplement l'utiliser comme levier dans le règlement du divorce. Je lui ai dit que je voulais que l'appartement soit protégé, que les revenus locatifs des 2 années précédentes soient correctement comptabilisés, et que je voulais que ce soit fait proprement. Elle a dit, je peux faire ça. En 72 heures, elle avait déposé la demande. Marcus a reçu l'assignation chez son frère Derek à Pittsburgh, où il était apparemment allé parce que Becca, en apprenant que la vente de l'appartement était tombée à l'eau, lui avait dit qu'elle avait besoin d'espace pour digérer l'information. Cette information m'est parvenue indirectement par l'épouse de Derek, Carol, qui m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle était désolée et qu'elle n'avait jamais fait confiance à Marcus. Je l'ai remerciée. Elle était l'une des bonnes. Le divorce a duré 8 mois. Ce n'était ni agréable ni simple, mais c'était finalement propre. L'appartement est resté le mien, entièrement le mien, pas un bien matrimonial en litige car je l'avais acheté avant le mariage et j'avais des documents prouvant que chaque paiement hypothécaire provenait de mes comptes prénuptiaux. Marcus a obtenu un règlement qui s'élevait à essentiellement rien parce qu'il n'y avait essentiellement rien à partager. La maison de location à Westerville avait été à mon nom sur le bail.
Son entreprise se portait en fait bien. L'examen médico-légal de Patricia des véritables fichiers QuickBooks, qu'elle a assigné à comparaître, a montré que Harmon Supply Company fonctionnait avec une marge saine. Cette conclusion a été présentée au tribunal avec les documents falsifiés à côté. L'expression de la juge lorsqu'elle a examiné la comparaison est quelque chose que je garderai en mémoire longtemps. Marcus n'a pas eu l'appartement. Il n'a pas eu une partie de mes économies. Il n'a pas pu déménager à Grandview Heights avec Becca, qui était alors, d'après ce que j'ai entendu de Carol, passé à quelqu'un d'autre. Ce que Marcus a obtenu, c'est un jugement de divorce, une cote de crédit considérablement endommagée par les frais de justice qu'il a dû financer lui-même. Et une réputation dans le milieu des affaires de Columbus qui avait pris un coup significatif une fois que l'angle de la fraude est devenu partie du dossier judiciaire. Il a essayé de me contacter une fois environ 4 mois après que tout a été finalisé, par un message texte. Il disait, « Je sais que je ne mérite rien de ta part, mais je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Je pense à ce que j'ai fait tous les jours. » Je l'ai lu. J'y ai pensé pendant environ 3 secondes. Puis j'ai bloqué le numéro. Ma mère, Linda, a appris toute l'histoire la semaine même où le divorce a été finalisé. J'ai conduit jusqu'à son appartement à Columbus, le même immeuble où j'avais grandi. Elle n'était jamais partie. Et je me suis assise à sa table de cuisine et je lui ai tout raconté. Quand je suis arrivé à la partie sur le message de Becca et le fait d'être assise sur ce parking de Starbucks et de faire demi-tour, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Ton père disait que tu étais trop tendre. » J'ai toujours su qu'il avait tort. Je suis resté pour le dîner. Elle a préparé le poulet et le riz qu'elle faisait quand Kayla et moi étions enfants. Nous avons mangé et parlé d'autre chose. Le nouveau travail de Kayla, les voisins, une émission de télévision dont ma mère était devenue accro. Des choses normales, de bonnes choses. J'ai réemménagé dans mon appartement 3 mois après avoir demandé le divorce. Owen, mon locataire étudiant, venait de terminer son programme et avait déménagé, donc le timing était presque étrange par sa propreté. J'ai repeint le salon, du même crème chaud qu'avant, mais frais. J'ai acheté un nouveau canapé. J'ai réarrangé les meubles pour qu'ils me semblent à nouveau miens, d'une manière qui était au présent, pas au passé. Et le premier matin clair après mon retour, j'ai préparé une tasse de café et je me suis assise dans mon salon près de la fenêtre et j'ai regardé cette parcelle de la silhouette de Columbus entre les 2 bâtiments plus hauts. J'avais failli abandonner cela. J'avais failli céder la chose la plus concrète que j'ai jamais construite pour moi-même parce que j'aimais quelqu'un qui avait étudié exactement comment me l'a demandé. Il connaissait mon père. Il connaissait les doubles gardes de ma mère. Il savait ce que l'appartement signifiait. Et il avait utilisé cette connaissance comme une clé. Mais voici ce sur quoi il n'avait pas compté. Il avait aussi laissé son téléphone face visible sur mon siège passager. Certains appellent ça de la chance. J'appelle ça l'univers ayant un sens de l'humour un peu noir. Quoi qu'il en soit, je le prends. La silhouette de la ville était exactement la même que d'habitude.